Alors, soyez tous le bienvenu à cette commission, une commission conjointe, commission santé et aide aux personnes et la commission logement, que nous allons coprésider avec M. Obelinski. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers députés. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre à 15 €, nous sommes à la page 134. Ce livre s'intitule « Politique et immensité ». Il est sorti la semaine passée et vous pouvez suivre l'exposé du syndicat des immenses que je représente ici. Nous sommes à la page 134. Le syndicat des immenses s'est réjoui des nombreux et divers élans de solidarité en faveur des réfugiés ukrainiens, depuis les plus hautes sphères de l'État et jusqu'aux simples citoyens, en passant par les régions, les CPS, les communes et les associations de terrain. En particulier, il s'est immédiatement félicité des droits, services, protocoles, facilités et autres procédures fluidifiées mises en place au lendemain en faveur de plus de 20 000 réfugiés ukrainiens à la charge de la région Bruxelles-Capitale. La note 86 fait une moitié de page, c'est toutes les facilitations, tout ce qui a été rendu possible pour les Ukrainiens. Mais, dans le même mouvement, il s'est, le syndicat des immenses, légitimement demandé pourquoi les immenses en étaient exclus, parfois depuis des années, d'autant qu'ils ne sont que, officiellement, 5 313 selon le dernier dénombrement. Le sentiment d'injustice est d'autant plus profond que les immenses ont, par définition, les mêmes besoins que les réfugiés ukrainiens, vu qu'ils sont dans la même situation matérielle, à savoir en non-logement ou en mal-logement. Cette politique du deux poids deux mesures est également difficile à endurer pour les milliers de réfugiés d'autres guerres et qui n'ont pas provoqué semblable élan de solidarité au plus haut niveau. La directive européenne cadrant l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées date de 2001 et elle aurait pu être activée pour les Syriens, Afghans, Soudanais, Libyens ou encore Érythréens, mais ne l'a été pour la première fois que pour les Ukrainiens. L'identification aidant, une sorte de racisme d'État, aussi spontané qu'inavouable et donc aussi laborieusement démenti, semble irrépressible. Les réfugiés ukrainiens sont blancs de peau et d'origine chrétienne pour la plupart. Une explication moins triviale et plus cuisante a été proposée par le syndicat des immenses. Et avant de vous la présenter, deux termes terminologiques. Immense, individu dans une mer matérielle énorme, mais non sans exigence, et les non-immenses sont les escapés, à savoir l'acronyme de enclos dans le système, mais capable aisément et périodiquement de s'en échapper. Ceux qu'on croit le plus intégrés sont les personnes qui ont le plus de moyens financiers, moraux, culturels et autres pour échapper. C'est le contraire des immenses. Donc maintenant, je reviens à l'explication par le syndicat des immenses de ce deux poids deux mesures. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas des allocataires sociaux habituels et des usagers réguliers des services sociaux. C'est-à-dire qu'ils menaient, avant l'intervention russe, une vie réputée normale. Pour le dire plus adéquatement, ce ne sont pas des immenses, mais des escapés tombés du jour au lendemain à cause d'une guerre totalement injustifiée dans l'immensité. Et ça change tout, visiblement. Tomber lentement et discrètement, imagine-t-on, par sa faute, dans l'immensité, tiendrait d'une fatalité sociétale acceptable et acceptée. Il y a toujours eu des bras cassés, des exclus, des laissés pour compte, des déclassés, des très pauvres, des SDF. En revanche, y tomber subitement, spectaculairement, et sans que l'on puisse en être estimé responsable, est sociétalement inacceptable. Le résultat est pourtant le même d'un côté comme de l'autre, des milliers de personnes en non-logement ou en mal-logement. Sauf qu'on se satisfait de faire le minimum pour les uns et qu'on s'emploie à faire le maximum pour les autres.
à l'appui de cette thèse, la phrase significativement récurrente « Il y a même des universitaires à la rue, vous savez, des médecins, d'anciens avocats ». En d'autres termes, des escapés sans chez soi. Contrairement aux immenses de longue date, ce n'est pas normal. Encore d'autres termes, le secrétaire du syndicat des immenses qui vous parle s'est méchamment trompé lorsqu'il appelait angéliquement en 2015 les immenses à être plus sexy, à l'instar des réfugiés syriens. Il aurait dû leur conseiller de ressembler à des escapés, juste tombés malgré eux dans l'immensité. Toujours est-il que le syndicat des immenses a opportunistement surfé sur l'occasion de crier haut et fort et avec des preuves autrement plus flagrantes que dans le cas de la crise sanitaire, qui montrait déjà que tout d'un coup, plein de choses sont possibles, du jour au lendemain. D'où le Saint Covid, qui est présent au fond de la salle. Le SDI s'est ainsi invité dans diverses manifestations et s'est retrouvé en toile de fond de l'interview le 7 avril 2022 à l'RTBF de Pierre Verberen, en sa qualité de coordinateur régional Ukraine pour le gouvernement bruxellois, et accessoirement de président de Bruxelles et directeur général de l'action sociale du CPS de Bruxelles-Ville. Il ne nie pas que l'on peut, quote, regarder en arrière en disant « il y a discrimination ». Mais, citation, préfère regarder en avant et dire que plus rien ne devrait être comme avant, puisque, la citation que je me dis tous les matins, et je vous conseille de le dire, c'est bon pour le moral, il le dit avec son franc-parler caricatural, je cite, « ce qu'on met en place pour les Ukrainiens va servir demain pour les sans-abri ». Donc tout est là. Il n'y a rien à ajouter. Sauf, et à la prochaine crise provoquant l'arrivée massive de réfugiés, ça va quand même être compliqué de refuser le statut de protection temporaire à une autre population que des Européens. Rien à ajouter. Pierre Verberen a tout dit. Les Ukrainiens ont prouvé qu'en fait, c'est tout à fait possible. On ne pourra plus dire on ne peut pas. Seulement, mais qui s'y risquera? Et je me demande s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui s'y risquera. On ne veut pas. On devra méditer sur le fait pour commencer à contrer le désuniversalisme disproportionné dont sont victimes les immenses, leur nombre en permanente croissance, depuis longtemps, n'aura été d'aucun effet. Il aura fallu pour cela que des milliers d'escapés, fussent-ils ukrainiens et réfugiés de guerre, tombent dans l'immensité. J'ai presque fini, rassurez-vous. C'est très important. On devra surtout lire et relire attentivement les 25 pages de l'officielle stratégie d'intégration des Ukrainiens dans le tissu bruxellois. Je peux vous fournir tous ces documents, ils sont en lien au syndicat des immenses. Et 2, les 7 pages de la circulaire sur les modalités d'orientation des bénéficiaires de la protection temporaire ukrainiens en situation de décrochage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'un coup, Bruxelles panique. Il y a des trous dans la raquette, il y a des Ukrainiens qui vont peut-être se retrouver à la rue. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? 15 pages de politique de prévention. Waouh! Donc c'était possible pour les escapés ukrainiens. Tout d'un coup, Bruxelles dégage un plan de prévention. On croit rêver. On en rêvait depuis 3 millénaires. Et pour rappel, le manque d'une action radicale sur les axes du relogement et de la prévention est la cause unique du sans-chez-soirisme en région Bruxelles-Capitale, où l'action reste centrée, comme vous le savez mieux que nous, sur la mal nommée urgence. On ne se bercera pas d'illusions outre mesure, évidemment, même si elles permettent d'attiser la flamme du combat. La RBC s'est mise au pied du mur avec ses magnifiques plans ukrainiens, et le syndicat des immenses la prend au pied de la lettre, fort du soutien d'au moins 1000 Bruxellois qui ont signé entre le 10 avril et le 27 juin 2022 sa pétition lancée avec le collectif citoyen de Bruxelles et intitulée « Renoncer aux 2 poids 2 mesures en mettant en œuvre, puisque c'est possible, pour en finir avec le mal-logement et le non-logement en région Bruxelles-Capitale, qu'il s'agisse de réfugiés ukrainiens ou de tout autre être humain ». Fort de ce succès, et je termine ma lecture à la page 139, le syndicat des immenses sera auditionné le 13 octobre 2022 par la Commission de la Santé et de l'Aide aux personnes et par la Commission Logement du Parlement bruxellois conjointement. Je me permets juste de terminer encore par la note 92.
extrêmement intéressante et révélatrice. Symptomatiquement, si le syndicat des immenses ne s'en était pas offusqué, son audition d'aujourd'hui aurait été par la seule commission de la santé et de l'aide aux personnes. Parce que la région Bruxelles-Capitale est programmée pour dire que quelqu'un en non-logement n'a pas un problème de logement, mais un problème social-santé. On parle sans-abri, on ne pense pas à Nawal Benamou, on pense à Alain Marron. C'est automatique, c'est dans les gènes et c'est dans les textes. Et c'est pour ça que le syndicat des immenses a fait une manif au finish de mai à juin dernier, tous les mardis à 11 h. On s'est retrouvés devant Bruxelles et on a obtenu gain de cause. Et maintenant, grâce à notre action, Nawal Benamou a une représentante dans le conseil d'administration de Bruxelles. Ça veut dire cette chose dingue. Grâce à nous, la région Bruxelles-Capitale découvre qu'être en non-logement est d'abord, voire uniquement, un problème de logement et pas un problème social-santé. Il est marqué là encore une petite note. Une autre étude lancée par le syndicat des immenses et Droit à un toit est sortie la semaine passée à la VUB. Certaines personnes ici, à l'ULB, pardon, certaines personnes ici présentes y ont assisté. Et ne venez pas, surtout avec les questions d'argent, parce que l'étude, en gros, a démontré que ce que coûte à la région Bruxelles-Capitale, grosso modo, il y a la grosse louche, par an, 41 000 €, c'est à peu près ce que coûterait le relogement, grosso modo, il y a la grosse louche de la même personne. Donc ce n'est pas une question d'argent. Le deux poids, deux mesures, c'est juste une question dans la tête. Est-ce que nous considérons les personnes sans chez soi comme des immenses, auquel cas on fera le minimum, comme d'habitude, depuis la nuit des temps, ou comme des escapés, auquel cas on fera le maximum. La balle est dans votre camp. Alors voilà, nous avons fait le tour de tous les points de vue des différents groupes et députés. Maintenant, je vais céder la parole au dépositaire de la pétition pour tout doucement clôturer notre commission. Monsieur Durcel, vous avez la parole. Merci, je vais essayer d'être très très rapide et donc un peu en mode télégraphique. D'abord, quelques petites remarques liminaires. J'en ai déjà parlé au cabinet, j'en ai parlé à Zoé Génaud, j'en en parle un peu partout. Chaque fois que l'occasion m'est présentée, je crois que la seule solution par rapport aux AIS, c'est de créer une AIS spécifique pour les immenses. Ça ne sert à rien d'espérer que les AIS, on est très étonné que les AIS qui débordent déjà de demandes, entre une veuve qui va causer jamais aucun problème et un immense qui va peut-être en poser un, eh bien les AIS ne vont pas se précipiter, sauf vocation sociale extraordinaire. Donc, tandis qu'une AIS qui serait 100% dédiée aux immenses me semble bon sens, mais apparemment, ça ne percole pas. Deuxième petit point, il y a une rumeur qui circule qu'à partir de demain, il y aura une plateforme qui va, à propos du statut de cohabitant, qui va fédérer au niveau de toute la Belgique un grand combat. Deuxième chose, par rapport au sans-chez-soirisme, ce n'est pas une coquetterie, c'est juste appeler les choses correctement. C'est pour ça qu'on y insiste beaucoup au syndicat, parce que les sans-abri, il y a 7 catégories de sans-abri, il n'y en a qu'un seul qui soit vraiment sans-abri. Le point commun entre tous, c'est qu'ils ont une absence de chez soi, et donc sans-abri, c'est juste faux, voilà. Ce n'est pas avec vous en premier lieu que je parie que le prochain dénombrement qui aura lieu en novembre, parce qu'il a lieu tous les 2 ans, on est à 5313 avec toutes les remarques, je parie qu'on va dépasser les 7000 cette fois-ci. Pour revenir plus au fond par rapport à la pétition, après ces remarques, je voudrais dire d'abord éviter un malentendu, il n'y a pas de concurrence des victimes du tout, il n'y a jamais trop de solidarité dans les signataires, dans l'esprit des signataires. Au contraire, ce qui a été flagrant par rapport à l'intérieur du syndicat immense, on s'est dit, mais youpi, on a gagné. Maintenant, on a la preuve. On n'arrête pas de dire c'est compliqué, il n'y a pas moyen. Tout d'un coup, c'était la meilleure nouvelle du monde.
il y a une aide qui a pris des formes fantastiques par rapport aux Ukrainiens, et donc il n'y a pas du tout de comparer, de mettre en concurrence. C'est de dire, c'est d'abord une super nouvelle. Après, il y a une question aussi philosophico-politique de savoir jusqu'où faut-il analyser les différences. Ce qui nous frappe au syndicat des immenses, c'est les ressemblances. C'est qu'un réfugié ukrainien et un immense sont tous les deux en mal logement. Après, qu'est-ce qui est plus intéressant dans la vie? Ça, c'est une question très compliquée. Comment est-ce qu'on attaque un problème intelligemment en voyant en quoi deux choses sont semblables ou en quoi elles sont différentes? Souvent, en disant qu'elles sont différentes, on se flatte d'une certaine autorité d'experts qui voient les différences. Et on est un peu naïf quand on voit les ressemblances. C'est le problème de notre combat. Par rapport à la question de la santé versus le logement, et on se réjouit d'avoir fait réunir ici les deux commissions, une chose que j'aime bien rappeler, c'est que, imaginons que le sans-chez-soirisme soit juste un problème de santé, sachez que vous n'y êtes pas du tout, puisque l'espérance de vie des personnes sans chez soi après un long parcours de vie est de 48 ans à Bruxelles depuis plusieurs années, et ça ne change pas. Donc si c'est un problème de santé, ça ne marche pas. Donc autant essayer de se donner une deuxième chance en disant que c'est peut-être pas un problème de santé, c'est peut-être un problème de logement. Et le scoop que vous avez peut-être entendu, parce que j'en parle tout le temps, donc peut-être que vous l'avez entendu, c'est qu'aux États-Unis, il y a des mutuelles qui ont quand même la santé dans leur corps business, qui se sont très sérieusement posé la question, vu ce lien absolument énorme entre santé et logement, qui se sont demandé si, pour la santé de leurs membres, ils ne devraient pas tout simplement payer les loyers des immenses qui sont membres de leur mutuelle. Et en fait, c'est tout simple. Au lieu de mettre des infirmières et des médecins dans la rue, ou donner un logement, et vous aurez infiniment moins de problèmes de santé. Ce dont la pétition veut parler, il y a ici un représentant du syndicat des immenses que je ne vais pas, je vais rester relativement flou, mais on parle de choses très très concrètes avec cette pétition. Donc la personne ici présente se trouve dans un, on ne va pas donner de détails pour pas fragiliser sa situation qui est très complexe, dans un logement qui appartient, un bâtiment qui appartient à un CPS. Il est le seul dans ce bâtiment, 12 mètres carrés habitables. Et est-ce qu'on ne pourrait pas mettre d'autres personnes? Ah non, non, pas possible, c'est pas équipé, on va rénover un jour, blablabla. Bla, bla. Et puis un beau jour, en 2 jours, les ouvriers du CPS ont installé 5 douches et 5 WC. Et maintenant, magnifiquement, il y a des Ukrainiens à tous les étages. Donc, c'est des choses très, très, très concrètes. On parle exactement de ça. Hein. On ne parle pas de grandes théories. C'est ce qui n'était pas possible. Tout d'un coup, on dit « Ah, mais en fait, oui, en fait, il y avait un tuyau à remplacer. Et en fait, oui, on peut en fait, c'est possible. » Donc, c'est des choses immensément concrètes. Et c'est pour ça qu'on prend cette parole qui a été répétée ici d'ailleurs de Pierre Verbeeren très très au sérieux. Voyons très concrètement, s'il y a une place qui se libère, un Ukrainien qui s'en va, ben pouf, on devra être là, mais on ne peut pas être partout. Bon, maintenant on va mettre un immense à la place, ou un autre réfugié, etc. Quand on parle solidarité, fraternité, etc., c'est très joli, mais j'ai un peu peur de ces mots, parce que ben oui, on a une région fantastique. Vous savez, les immenses, ils savent vous prendre une douche, ils savent vous dormir, ils savent vous faire caca, ils savent vous manger. On est vraiment gentils, on est tellement solidaires avec ces gens-là. On peut pas pourquoi est-ce qu'on se reproche quelque chose? Donc la solidarité, ça dépend à quelle échelle on la met. Ça veut dire que le double casquette, je vois bien l'idée que la prochaine ministre ou le prochain ministre ait la casquette sans-chez-soirisme et logement, eh bien pas de chance, ça a été le cas à la législation précédente et ça n'a strictement rien changé. Et pourquoi est-ce que ça n'a rien changé? Parce que le problème est dans la tête. Et c'est ça que aussi ce livre que vous avez acheté, pas encore tous à 15 €, explique et qui est, à notre avis, le cœur du problème, qui est une question de mentalité. C'est que tous, autant que nous sommes, nous pensons que le sans-chez-soirisme est une fatalité et qu'il y aura toujours des personnes à la rue. Et si on le croit vraiment, c'est foutu. Parce que si on le croit vraiment qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera à la rue, alors c'est important de savoir où il va faire caca, où il va dormir, où il va ce soir. Et puis on fait tout ce qu'on appelle l'urgence.
En Finlande, ils ont pris le problème par l'autre bout, et comme j'aime à dire à mes 30 employés, puisque je suis ici, je suis par ailleurs co-directeur de Doucheflux, la première chose qu'ils ont fait, c'est de fermer tous les centres de jour. Et la Finlande, je le rappelle, est le seul pays où le nombre de personnes sans chez soi diminue depuis 10 ans, parce qu'ils ont attaqué le problème par le bon bout, à savoir par le logement, et pas par l'aide d'urgence sociale santé. Donc, ce qu'il faut, c'est un changement des mentalités, et un des rares bons exemples analogique que je trouve, c'est l'esclavage. Pour moi, c'est à ce niveau-là. On se demande aujourd'hui comment est-ce qu'on a pu esclavagiser certaines couches de la population mondiale. Et un jour, dans 2 siècles, on se dira, mais comment des gens dormaient dans la rue dans des plus riches régions de Belgique et d'Europe. Et c'était comme ça. Donc, si on croit vraiment qu'il y aura toujours des bras cassés, qu'il y aura toujours, eh bien, il y en aura toujours. C'est immédiat, je viens de le démontrer. Et 2, ça, à la longue, c'est compliqué de ne pas se dire que, ben, vraiment, que ces immenses, c'est vraiment pas comme des escapés. Et à Joseph, sur un carton, ben, t'as vu l'infirmière, ça a été, à demain, tu veux un café? Allez, bonne chance. Hein. Et on se dit, mais on est bien, on a fait beaucoup pour Joseph. On est vraiment solidaire, hein, on est fraternel. Et donc, il faut juste changer de paradigme, mais ça suppose un examen de conscience. Quand on dit des mesures structurelles, etc., oui, c'est plus de housing first, mais c'est pas du housing first qu'il faut. C'est housing first for all. Le housing first, c'est toujours la même chose, tel qu'il est pratiqué maintenant. C'est on prend en plus les plus cassés, ceux qui ne vont même plus dans les associations, qui ont un double diagnostic, et on voit que pour eux, ça peut marcher. Mais la vraie solution, c'est pas housing first pour les plus cassés, c'est housing first for all, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette chose élémentaire qui est une hotline? Allô, je vais perdre mon logement. C'est une chose que les personnes savent le plus souvent. Je sens que je vais tomber, pour les 1000 raisons que vous pouvez imaginer. Et il n'y a pas de hotline pour dire « Coucou, qu'est-ce que je fais? Je crois que dans le mois prochain, je perds mon chez-soi. » Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Pour que la prévention, elle n'a de prévention que le nom, parce que dans le fond, on se dit que c'est une fatalité. On se dit, bah oui, il y en a qui vont tomber. Et ils sortent de prison, bah oui, non, on sait qu'ils vont, bah c'est moche, hein. Ah, c'est dur, hein, la vie n'est parfois, mais on décide que c'est pas gai, hein, c'est tragique pour lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Mais on pourrait juste dire, non, personne n'est sans logement, on reloge immédiatement, on fait une hotline, et en plus la Finlande nous le dit, et l'étude d'ULBA le suggère, maintenant avec des chiffres bruxellois, on va gagner beaucoup d'argent. En ce qui concerne les logements sociaux, ce sera ma toute dernière remarque, c'est la même chose. Nous avons vécu de très près, et j'y suis passé il y a 2 jours, des logements sociaux que nous avons investigués, nous avons squatté avec beaucoup de contrariété. On ne va pas faire de description partisane en citant la commune, mais quand on voit ces centaines, ces milliers de logements sociaux à l'abandon, dont on attend qu'ils soient suffisamment dégradés pour obtenir qu'un permis de rénovation devienne un permis de destruction-reconstruction. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Mais c'est pas grave. Un logement social, ben oui, on n'a pas fait beaucoup, on n'en a pas... Ben oui, mais c'est pas grave parce que les conséquences massives, il faudrait un jour calculer, rien que pour les logements sociaux, le nombre de personnes qui auraient pu occuper ces logements et l'effet induit sur les personnes sans chez soi. Mais si c'est une fatalité, ben, c'est pas très grave, monsieur machin, vous n'avez pas entretenu, ça fait 10 ans. Oui, mais on va le faire un jour. On va le faire un jour, c'est vraiment important. Mais il faut attaquer le problème par l'autre bout. Mais le fond du problème, c'est qu'on croit tous qu'il y en aura toujours. Et si on le croit, il y en aura. Donc il faut juste décider, on se regarde tous, et on se dit, on arrête de croire que c'est un problème social santé, c'est un problème de logement, point. Et tout le monde a des problèmes sociaux santé, moi-même. Je suis antidépresseur depuis 25 ans.
Donc, on a tous des problèmes. Mais le chose la plus intéressante d'une personne sans chez soi, c'est de dire qu'elle a un problème de logement. Et bien sûr, peut-être qu'elle a un problème social santé qui explique qu'elle soit à la rue, et peut-être qu'être à la rue, et ça se confirme, crée beaucoup de problèmes social santé. Mais attaquons le problème par le bon bout. Et arrêtons de faire tout à l'envers. Et c'est pas qu'on est mauvais, qu'on est méchant, qu'on n'est pas solidaire, qu'on n'est pas fraternel. C'est qu'on comprend mal le truc. On fait tout à l'envers. Et donc la solution est là. Maintenant, c'est démontré que c'est pas plus cher. La Finlande prouve que c'est encore moins cher. Parce que vous exagérez un peu. J'ai entendu Dulbea ne dit pas que c'est moins cher. Dulbea, c'est un peu notre déception. Ils disent que c'est quasiment le même prix. Il ne faut pas exagérer. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'étude Dulbea va être suivie par une autre étude pour encore raffiner, etc. Je vous remercie de m'avoir laissé parler sans me couper, ce qui est très rare, vu ma logorée maladive.